ولن نساوم على الحق أو الثوابت. De la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, le Premier ministre Saad Hariri a toute la légitimité et le poids politique pour occuper le poste de chef du gouvernement. Ce sont les mots de Nohad Machnouk lors d'un discours à Beyrouth. À Mossoul, en Irak, pas de trêve contre Daesh. Ce dimanche, la coalition des forces irakiennes a lancé une nouvelle attaque simultanée sur 4 quartiers à l'ouest de la ville. Et François Fillon réunit ses soutiens place du Trocadéro à Paris. Objectif, résister aux pressions des élus de son camp qui veulent le pousser à renoncer après l'éclatement de l'affaire Penelope Gate. Et direction justement à la place du Trocadéro à Paris où François Fillon s'exprime en ce moment. On l'écoute. La République est une révolte face aux facilités, face aux échecs. La République, elle n'est que mouvement. Si elle tombe, elle se relève, tel Gavroche sur sa barricade. Elle se relève toujours. Et c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau, c'est aussi pour nous la faute à Victor Hugo, à Clémenceau et aux héros de 20 ans de la résistance. Vivre, c'est ne pas se résigner, écrivait Camus. Sans cesse dans son histoire, la France a cru au mouvement. Jamais elle n'a fait bon ménage avec le statu quo et avec les arrangements à la petite semaine. Ce que le général de Gaulle qualifiait en son temps de petite soupe sur son petit feu dans sa petite marmite. Oui, vous êtes libre. Et avec vous, je parle de la première valeur de notre devise, la liberté. Et j'en parle pour les courageux que le système décourage, pour les intrépides qu'il étouffe, pour les audacieux qu'il suspecte, bref, ceux pour qui la liberté est une opportunité de prendre leur destin à pleine main. Et celui, mes amis, qui la prend, s'engage pour réussir sa vie et pour prouver qu'il existe en lui une flamme. Et de fil en aiguille, de flamme en flamme, c'est tout un peuple qui se redresse et qui retrouve le goût du bonheur. Oui. 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 Pacifiquement et patiemment, vous êtes ensemble le peuple qui tous les jours est au travail, qui croit à la famille, à l'ordre juste, qui respecte le drapeau tricolore et les institutions de la République. Vous êtes le peuple qui ne fait pas de bruit, mais qui a du bon sens. Vous êtes les électeurs de la droite et du centre, bien décidés à faire de l'élection présidentielle le point de départ d'un pays qui renaît, un pays dont vous et vos enfants seraient fiers. Un pays qui affirme sa volonté d'être une puissance gagnante, la première puissance européenne dans les 10 ans qui viennent. Voilà pour cet extrait justement du discours de François Fillon en direct, place du Trocadéro à Paris. Et l'épouse de François Fillon s'est d'ailleurs exprimée ce dimanche dans le journal du dimanche. Une longue interview pour mettre fin aux rumeurs folles, dit-elle, et pour donner sa version des faits alors qu'elle est soupçonnée d'avoir bénéficié d'un emploi fictif en tant qu'attachée parlementaire de son mari. Les explications d'Etanadji. Penelope Fillon sort enfin de son silence et c'est dans les colonnes du journal du dimanche qu'elle a choisi de s'exprimer. Objectif de cette interview, répondre aux révélations du canard enchaîné sur ses emplois présumés fictifs. Oui, assure-t-elle, elle a bel et bien travaillé pour son mari en tant qu'assistante parlementaire et pour la revue des Deux Mondes. Je traitais le courrier en lien avec la secrétaire. Je préparais pour mon mari des notes et des fiches sur les manifestations locales de la circonscription afin qu'il puisse, avec mes mémos, faire ses allocutions. Je relisais ses discours. J'ai toujours été associée à ses choix politiques. Il a une confiance totale en moi, pour ma discrétion, mais aussi pour ma loyauté.
Pénélope Fillon réitère son soutien au candidat de la droite à la présidentielle, chaque jour un peu plus isolé depuis que l'affaire a éclaté. Pour son épouse, François Fillon doit aller jusqu'au bout, car selon elle, lui seul a l'expérience et le courage nécessaires pour diriger la France. La date de publication de cet entretien ne doit d'ailleurs rien au hasard. Elle intervient alors qu'un grand rassemblement se tient ce dimanche place du Trocadéro à Paris, en soutien à François Fillon et ce malgré les nombreuses défections. Car le candidat de la droite dans la tourmente reste déterminé, même si la ferveur des premiers meetings de campagne n'est plus la même, il tente le tout pour remobiliser ses troupes. N'abdiquez pas, ne renoncez jamais, votre engagement doit se poursuivre. Toute cette force que vous avez rassemblée ne doit pas s'arrêter. La France a besoin de vous, elle a besoin de vous pour se réformer. Le comité politique du parti Les Républicains doit se réunir ce lundi pour évaluer la situation à 7 semaines de la présidentielle. Selon un dernier sondage, 71% des Français ne souhaitent pas que François Fillon maintienne sa candidature. De son côté, Marine Le Pen, en tête des sondages au premier tour, ne semble pas s'inquiéter des affaires judiciaires la concernant. En déplacement en Avergnon, la chef du FN a critiqué la vieille tambouille des Républicains qui remet en cause la candidature de François Fillon. On l'écoute. Je remarque que les calendriers s'accélèrent à quelques jours des présidentielles. Je ne crois pas au hasard. Voilà. J'ai demandé il y a 1 an l'ouverture de cette information judiciaire. Moi, je l'ai demandé il y a 1 an. On me l'a refusé. Et comme par hasard, tout s'accélère à quelques jours de la présidentielle. Vous croyez qu'il y a un Français qui est dupe de cette situation? Mais personne n'est dupe. Retour à l'actualité au Liban, selon le ministre libanais de l'Intérieur, Nohad Machnouk, le Premier ministre Saad Hariri a toute la légitimité et le poids politique pour occuper le poste de chef du gouvernement. Lors d'un discours à Beyrouth, Machnouk a souligné que les résultats des prochaines législatives vont confirmer le poids politique du leader du courant du futur. Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs appelé au calme et à la retenue compte tenu de la situation régionale en crise. Une crise qui, selon Machnouk, pourrait encore durer 3 ans. Le patriarche maronite Shahar Rahi a ouvertement critiqué ce dimanche les atermoiements du gouvernement dans l'approbation du budget 2017, de la grille des salaires et de la loi électorale. Rahi évoque une lèpre sociale. Le prélat qui présidait la messe dominicale à Pkerki à l'intention des régions de Baalbek et du Hermel a par ailleurs déploré les conditions de la société libanaise, évoquant dans ce contexte la corruption, la dépravation morale, le féodalisme politique, mais aussi les intérêts personnels qui entravent, selon lui, l'action des institutions publiques. Tir contre le convoi du régime du député Ibrahim Kanaan, le procureur général près de la Cour de cassation, le juge Samir Hamoud ordonne l'ouverture d'une enquête. Hier soir, le convoi du député aouniste a été la cible de tirs dans la région de Dora, à l'entrée nord de Beyrouth. Kanaan en est sorti indemne, de même que les personnes qui l'accompagnaient. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de l'info. En Syrie, près de 66 000 personnes ont été récemment déplacées dans le nord du pays. Un chiffre communiqué ce dimanche matin par le Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires. Selon l'OSHA, les civils sont en danger car ils se trouvent toujours dans des zones où sont disséminés des engins explosifs laissés par les djihadistes. À Mossoul maintenant, en Irak, pas de trêve contre Daesh. Ce dimanche, la coalition des forces irakiennes a lancé une nouvelle attaque simultanée sur 4 quartiers à l'ouest de la ville. L'objectif est de reprendre de nombreux bâtiments publics aux mains des djihadistes du groupe État islamique. Dans ce contexte et dans ce chaos, des milliers d'habitants affamés en ont profité pour prendre la fuite. Pierre Leduf nous en dit plus. C'est un hôpital de campagne à ciel ouvert. Les civils blessés y sont soignés par les forces irakiennes. Nous sommes au sud de Mossoul. Les habitants des quartiers ouest fuient à cause des combats et des réserves qui s'amenuisent. Nous mourrons de faim. Nous n'avons pas de nourriture. Nous n'avions même pas de riz. La faim et les bombardements nous ont poussés à fuir nos maisons. Nous n'en pouvons plus et nous sommes exténués. Les enfants n'avaient rien à manger. Des gens ont perdu leurs enfants. Nous avons quitté nos maisons en laissant tout derrière nous et en emportant seulement nos vêtements sur le dos. La pluie de ces derniers jours ne facilite pas la vie de ces déplacés.
Ils ont marché des heures dans la boue avant d'arriver ici, où ils reçoivent un peu de nourriture. Ces hommes vont être contrôlés pour vérifier qu'ils ne sont pas des sympathisants du groupe État islamique, avant de pouvoir monter à bord de ces bus qui les emmèneront dans un endroit plus sûr. Ce dimanche, les forces irakiennes ont accentué la pression sur le groupe État islamique en attaquant 4 quartiers de l'ouest de Mossoul. Aujourd'hui ou demain, nous atteindrons la vieille ville. Selon le chef militaire de la coalition contre le groupe État islamique, 2000 djihadistes se trouveraient encore dans l'ouest de Mossoul. Dans le reste de l'actualité, Benyamin Netanyahou a-t-il fait avorter un plan de paix régional? C'est ce qu'affirme ce dimanche le journal israélien Haaretz. Il publie un document datant du mois de septembre dernier et qui évoque la reprise d'un processus de paix israélo-palestinien dans le cadre de négociations avec les pays arabes. Cette initiative aurait été soutenue par l'opposition israélienne qui aurait alors accepté de former un gouvernement d'union, mais les négociations auraient finalement échoué en octobre. Benyamin Netanyahou faisant, selon le quotidien israélien, marche arrière. Reflet des tensions croissantes et de la polarisation de la société américaine au sujet de Donald Trump. Des heurts ont eu lieu ce samedi soir lors de différentes manifestations pro- et anti-Trump aux États-Unis. À Berkeley, ville californienne connue pour son engagement historique à gauche, les militants des deux camps en sont venus aux mains. Serine Bey. Ils étaient moins visibles que les manifestants anti-Trump. Ces partisans du président américain ont voulu changer la donne et exprimer leur satisfaction de ce premier mois de mandat. Ici à Washington, certains ont même eu l'honneur de prendre un selfie avec leur idole, ou plutôt son sosie. Dans la capitale fédérale, ils ne sont que quelques centaines à s'être rassemblés et tous défendent en particulier la politique d'immigration de Donald Trump. Je ne crois pas qu'il soit contre les immigrés. Nous ne pouvons pas ouvrir nos portes à toute la misère du monde. Nous n'avons pas assez d'emplois à leur offrir. À New York, les pro-Trump se sont réunis en bas de sa tour, la Trump Tower. Nombreux affichent son slogan de campagne, rendre sa grandeur à l'Amérique. Je suis ici pour soutenir Trump et soutenir les États-Unis d'Amérique, un pays libre, démocratique. Il faut rendre sa grandeur à l'Amérique. Au même moment, des anti-Trump ont eux aussi souhaité faire entendre leur voix. Comme à Berkeley en Californie, mais cette fois-ci les rassemblements ont dégénéré. Des manifestants des deux camps se sont affrontés en s'aspergeant notamment de gaz poivré. Et cette bombe maintenant politique lancée par Donald Trump sur Twitter, selon le président américain, son prédécesseur Barack Obama l'a fait mettre sur écoute à la fin de la campagne électorale. L'accusation est frontale, sans pincette, mais Trump n'a apporté aucun début de preuve. Barack Obama a fait publier un démenti. Serine Bey. C'était il y a 4 mois. Donald Trump venait d'être élu président et après une longue conversation avec Barack Obama à la Maison-Blanche, il avait encensé son prédécesseur. Depuis, trêve de courtoisie. Ce samedi sur Twitter, le président des États-Unis accuse Barack Obama de l'avoir espionné durant la campagne présidentielle. Exécrable. Je viens de découvrir que le président Obama avait mis mes lignes sur écoute dans la tour Trump juste avant ma victoire. Rien n'a été trouvé, c'est du macartisme. Des accusations graves et qui ont choqué des démocrates comme des républicains. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais si c'était vrai, ce serait le plus gros scandale politique depuis le Watergate. Les proches de Barack Obama n'ont pas tardé à réagir pour nier ces accusations. Son porte-parole Kevin Lewis a affirmé que jamais un responsable de la Maison-Blanche n'avait ordonné la surveillance d'un quelconque citoyen américain. Depuis ses tweets, Donald Trump n'a fourni aucune preuve de ces allégations et n'a pas expliqué comment ces informations lui étaient parvenues. Dans le reste de l'actualité internationale, le Premier ministre chinois a prononcé son discours sur l'état de la nation ce dimanche devant les quelques 3000 députés de l'Assemblée nationale populaire. Une chambre d'enregistrement sans réel pouvoir. L'occasion pour Li Keqiang de donner les grandes lignes de l'action du gouvernement pour l'économie du pays. Les explications d'Eta Nadji. Quand la Chine éternue, c'est le monde entier qui s'enrhume. Alors chaque année, l'orientation économique du pays est scrutée par les analystes.
Pour 2017, le gouvernement table sur une croissance du PIB autour de 6,5%, son plus faible score depuis 26 ans. Le gouvernement va poursuivre une politique fiscale proactive. Cette année, nous nous attendons à ce que la croissance du PIB s'établisse autour de 6,5%. Mais nous essaierons d'obtenir de meilleurs résultats en faisant plus d'efforts. 0,2% de croissance en moins par rapport à l'année 2016, une baisse selon le gouvernement due à une dégradation persistante de la conjoncture. Mais cette session annuelle du Parlement est l'occasion pour les autorités de rassurer les investisseurs. Il n'y aura pas beaucoup d'effets négatifs, du moins tant que notre pays continuera des réformes en phase avec la situation sur le terrain. Tout va bien se passer, car plusieurs projets sont en cours pour améliorer la qualité de vie des gens. Pour cela, le gouvernement a annoncé des investissements de plus de 300 milliards d'euros dans les infrastructures. Des dépenses nécessaires selon le Premier ministre, mais qui risquent d'alourdir la dette totale du pays, qui s'élève déjà à 270% du PIB. Pékin doit aussi faire face à des risques financiers alimentés par des bulles spéculatives et l'essor de la finance en ligne. Mais pour le gouvernement, ces menaces qui planent sur les marchés chinois restent maîtrisables. Enfin, alors que le pays est régulièrement en proie à un nuage de pollution toxique, les autorités ont annoncé une réduction de 150 millions de tonnes dans la production de charbon, des chiffres bien modestes par rapport aux objectifs fixés initialement pour 2020. Et avant de se quitter, ces images en provenance d'Australie où près de 500 000 Australiens ont assisté à la 38e parade gay dans les rues de Sydney sous une pluie de paillettes et de confettis. Quelques 12 000 participants ont défilé au désormais célèbre Mardi Gras de la communauté. Fait marquant cette année, eh bien, le Premier ministre conservateur Malcolm Turnbull a assisté à l'événement. Bill Shorten, son rival social-démocrate, a quant à lui promis de légaliser le mariage gay si son parti devait remporter les prochaines élections. Et voilà, c'est sur ces images que l'on se quitte. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le Premier ministre Saad Hariri a toute la légitimité et le poids politique pour occuper le poste de chef du gouvernement. Ce sont les mots de Nohad Machnouk lors d'un discours à Beyrouth. À Mossoul, en Irak, pas de trêve contre Daesh. Ce dimanche, la coalition des forces irakiennes a lancé une nouvelle attaque simultanée sur 4 quartiers à l'ouest de la ville. François Fillon réunit ses soutiens place du Trocadéro à Paris. Objectif, résister aux pressions des élus de son camp qui veulent le pousser à renoncer après l'éclatement de l'affaire Penelope Gate. Vous le voyez, François Fillon qui s'exprime toujours donc place du Trocadéro à Paris devant ses partisans. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. Je vous retrouve à 18h, heure de Beyrouth, pour une nouvelle édition de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Bon début de semaine à toutes et à tous. ولن نساوم على الحق أو الثوابت.